Oui. Ok. Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer cette table ronde. Elle va se dérouler de la manière suivante, c'est qu'on va laisser un petit temps de présentation, enfin un petit temps, un temps assez conséquent quand même, une quinzaine de minutes de présentation sur chacune des expériences, l'une au parc naturel régional des volcans d'Auvergne et la seconde sur les expériences qui sont conduites dans la communauté de communes de Creuse Sud-Ouest. On échangera, je serai peut-être amenée à vous poser quelques questions, puis après je pense que le plus important c'est effectivement d'échanger avec vous tous dans la salle. Donc l'idée c'est bien d'avoir ce temps d'échange collectif sur ces expériences-là, d'avoir vos réactions et peut-être aussi des compléments par rapport aussi à vos propres expériences. Et ensuite pour terminer, j'apporterai quelques mots de conclusion. Donc je vous propose, Cécile, si tu mets je sais pas quel PowerPoint. Alors on va commencer, du coup je laisse la parole tout de suite à Marie-Noëlle Bamaison, qui est animatrice territoriale éducation, culture et patrimoine au parc, qui va donc nous présenter la valorisation culturelle des patrimoines au sein du parc. Hop. Et je vous laisse. Oui, il va falloir, oui. Ça fait passer de main surtout. Sinon vous me direz pour le... Ouais. Bonjour. Voilà, donc simplement, à partir de l'engagement des parcs par rapport au patrimoine, le projet du parc des volcans sur la période 2013-2025 et à travers quelques actions que je vais vous présenter, l'idée c'est de faire le tour de la manière de fonctionner du parc des volcans d'Auvergne, en lien avec les forces vives de son territoire, c'est-à-dire les habitants, ses partenaires, les collectivités, sachant que cette manière de faire n'est pas figée et sera amenée bien sûr à évoluer dans un contexte territorial renouvelé. Et du coup, je compte bien aussi sur cette journée pour pouvoir repartir avec quelques billes. On peut changer de diapo. Donc, simplement pour rappel, puisque vous devez déjà connaître ça, mais du point de vue d'un parc, en fait, il y a deux conditions pour qu'un territoire soit classé PNR. C'est que sur ce territoire, il y a des patrimoines importants autour des paysages, mais pas seulement, donc qui a un potentiel patrimonial. Pour le parc des volcans, ce sont les volcans d'Auvergne. Et ces patrimoines doivent présenter une identité très marquée et de manière cohérente à l'échelle du territoire. Donc là, effectivement, il y a un lien entre le sous-sol, les reliefs volcaniques, les paysages, l'utilisation de la roche volcanique pour des usages quotidiens, mais aussi pour l'architecture. Et ensuite, il y a des pratiques rurales et agricoles et d'élevage bien particulières liées à ce sous-sol volcanique. Les missions des parcs, c'est la préservation de l'environnement, tout le monde de l'environnement et des patrimoines. On a tous ça en tête. Alors, les parcs ont un engagement et à partir du moment où un territoire est classé PNR, les parcs s'engagent à préserver les patrimoines. Mais également, les parcs œuvrent dans le développement économique, la revitalisation territoriale, l'information et l'éducation des habitants et des visiteurs. On est en avance là sur le diaporama. On peut revenir en arrière ? C'est bon ? Voilà, donc du point de vue des partenaires État-collectivité, simplement j'ai dégagé, il y a beaucoup de textes mais on va faire vite, quelques éléments d'attente en fait concernant les partenaires du parc. Au moment de la révision de la charte 2013-2025, donc au moment de la consultation, il est ressorti bien sûr que le parc devait définir son projet autour de la préservation et de la gestion des patrimoines, ça c'est pas une surprise, mais faire prendre les patrimoines comme une ressource
donc pour établir un lien avec les aspects économiques, sociaux, environnementaux pour un développement, donc une création de richesse, de savoir. Et ça par une valorisation passant par une appropriation des habitants, en fait. C'est ce qui a été dit à ce moment-là, le fait de considérer la prise en compte des patrimoines par les habitants et les acteurs locaux relevant de ces domaines économiques, etc. Et selon un principe de subsidiarité dans un contexte où les moyens financiers sont limités, l'idée c'est de travailler en réseau entre acteurs concernés. Donc sur la durée... Et dernier point, sur une durée de charte de 12 ans, ça c'est le point de vue de l'État, les parcs doivent aller dans 2 domaines d'excellence qui sont la prospective et l'innovation. Ça, c'est aussi une des missions des PNR. Donc voilà, globalement, une attente concernant la valorisation des patrimoines par une approche participative, et le fait de se retrouver et vivre ensemble autour de ces valeurs patrimoniales. Donc c'est sous cet angle-là que je vais vous présenter quelques actions. Alors, au-delà de... On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Au-delà de ces attentes, donc le projet qui figure dans la charte 2013-2025, là je vous ai juste extrait un point, dit qu'il faut développer la connaissance des spécificités patrimoniales via des personnes ressources et une participation active des habitants. Voilà, on va passer le reste du projet quant aux effets attendus, résultats, critères de réussite. Il y avait quand même 2 autres points concernant le domaine de la culture et des patrimoines, c'est de faire échanger les acteurs locaux entre des territoires intraparcs ou interparcs et encourager les dynamismes culturels faisant vivre ces richesses patrimoniales. On peut changer de diapositive ? Au-delà de ces intentions, avant de démarrer vraiment la mise en œuvre d'actions, tout de suite après le nouveau classement PNR, donc en 2013, on a fait faire une étude par une ethnologue sur quelques mois pour vraiment préciser ces attentes à l'échelle du territoire du parc. Donc on a mis en place des ateliers participatifs, on a consulté les habitants, les acteurs locaux, pour relever une définition, les représentations des patrimoines de la part des participants et dégager précisément des attentes et des besoins. Donc, concernant une appropriation des patrimoines. Donc il est ressorti qu'il était souhaitable d'établir un lien entre le territoire et la structure parc, lien qui s'était peut-être distendu au fil du temps. Donc veiller au respect des droits culturels, à l'écoute des attentes, des dynamiques. Donc les actions mises en place référentes à ce point-là, ce sont des démarches participatives que je vais développer ensuite, et des projets pédagogiques également, puisque je ne me suis pas présentée, mais je travaille aussi dans le domaine de l'éducation à l'environnement et du développement durable à l'échelle du parc. La deuxième attente, c'est créer des liens entre les acteurs, rassembler les acteurs autour de projets communs, collectifs, une dynamique de réseau. On n'est pas tout à fait là-dedans encore. Cependant, à travers une action, le parc, on peut dire que le parc établit des liens entre les scientifiques, administration et gestionnaires de sites. À travers une action, je vais vous préciser en fait quel a été l'impact de ce point de vue-là. Et en termes de gestion de sites, du coup. Troisième attente, une transmission et une appropriation des connaissances. Donc activer des démarches opératoires un peu globales, pas seulement de la diffusion de connaissances, pas seulement de la préservation, mais essayer de lier tout ça. Démarche participative et projet global qu'on verra ensuite.
Et ensuite, reconnaître et soutenir les dynamiques locales, donc révéler, qualifier et promouvoir des actions qui existent sur le territoire. Donc, appel à action, donc on va voir ça également. Donc, 3 grands types d'actions développées. Une première, veilleur d'archéologie, que l'on a mis en place en 2016. L'idée, c'était de... Alors là, je ne vous ai pas reprécisé les objectifs, mais on va s'y retrouver facilement. Un premier point qui était de travailler avec les agriculteurs, éleveurs, gestionnaires de sites, donc forestiers et propriétaires, pour leur faire reconnaître des vestiges archéologiques sur les terrains qu'ils exploitent ou dont ils sont propriétaires. Ça, c'était un premier point. On a été interpellé par la DRAC là-dessus, un conservateur qui nous a dit mais le parc serait bien placé pour faire ce lien, transmettre des informations, initier un peu ces gestionnaires à la présence de vestiges archéologiques sur leur terrain. Voilà ce que l'on a fait. On a mis en place des journées d'information sur 2 secteurs, Chaîne des Puits et ses alliés. Et il en a résulté effectivement qu'une association syndicale libre du Grand Sault, donc au pied du Puy de Dôme, a été sensibilisée à la présence de tras, donc des anciens burons, sur ce puits du Grand Sault, au pied du Puy de Dôme. Et donc, dans le cadre d'une gestion forestière, puisque des coupes devaient avoir lieu sur ce même site, eh bien, il va y avoir une prise en compte de la présence de ces vestiges archéologiques. Et tout à côté du Grand Sault, on est au pied du Puy de Dôme, et là, il y a des villas gallo-romaines qui ont également été mises en évidence et transmises, dont la présence a été transmise à l'association. Et l'association est gestionnaire de ce lieu, précisément. Donc, ils vont tenir compte de la présence des vestiges et éviter que des gros engins viennent arracher la présence de ces vestiges. Ensuite, on a recensé des actions et une programmation spontanée des acteurs du territoire en termes de pour faire connaissance un peu, pour faire connaître ce sujet de l'archéologie. Donc on a recensé des dates, des animations que l'on a valorisées ensuite dans notre programme. On a complété par quelques animations, quelques événements. Et la dimension participative, en fait, on la retrouve dans le point suivant, qui est résidence d'artistes. L'idée, c'était un peu de sonder les habitants sur leur connaissance de l'histoire des lieux. En fait, on n'a pas vraiment traité l'archéologie en tant que telle dans cette démarche participative, mais l'idée, c'était de savoir si les habitants avaient encore une connaissance de l'histoire, quel que soit le type d'histoire, mais sur des lieux proches de là où ils vivent. Donc, on a choisi une petite compagnie de spectacles vivants. Les artistes ont rencontré les habitants pour un collectage de témoignages et un spectacle a été créé à partir de ça. Topo Topic, vous voyez des images là. Donc, il y a des photos qui ont été prises. Topo Topic, ça fait un peu référence à ça, à un ensemble de vues collectées, rediffusées là, de part et d'autre de la scène. Et en même temps, les artistes ont fait un renvoi de ces témoignages. Voilà, donc là, on est dans le cadre d'Explosifs du Parc. C'est une petite programmation culturelle, mais qui intègre une démarche participative. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il faut que j'accélère, peut-être. Une deuxième action, Voyage dans le parc, en 2017, à l'occasion des 40 ans du parc. Donc, même principe, une programmation culturelle, recensement et valorisation des actions des partenaires. Donc, vous avez un nombre plus bas, oui, mais ça ne ressort pas sur la diapo, ce n'est pas grave. Et la démarche participative, la dimension participative, a été autour d'un carnet de voyage habitant. On a travaillé avec 5 médiathèques à l'échelle du territoire du parc. On est sorti avec les personnes, on a pris plein de photos.
de la vie quotidienne, de l'environnement quotidien. Et ensuite, une illustratrice sérigraphe, Elsa Lacotte, est intervenue et a fait réaliser du coup des illustrations par les personnes. Et ça a donné un carnet de voyage, voilà, que j'ai ici, du coup, qui a été présenté au rendez-vous du carnet de voyage en novembre 2017. Et dernière action, les bistrots du parc. Donc, dans les derniers bistrots, dans les villages ou dans des bourgs sur le territoire du parc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pratiqué dans les parcs du Massif central, puisque c'est parti d'une expérimentation au sein du réseau des parcs naturels régionaux. Et je crois que ça a démarré en Creuse, notamment, avec les bistrots d'hiver. Donc les bistrots ont essaimé. Depuis 2013, on en programme quelques-uns. Et ça, c'est une proposition qui est intéressante parce que les bistrots se déroulent sur 3 temps, en fait. Chez nous, c'est en fin de journée, en fait, fin de journée et soirée. Donc un premier temps de discussion autour d'un thème. Donc un débat se met en place, mais ça peut être un thème environnemental, un thème autour de l'économie. Donc quelqu'un qui connaît un peu plus intervient, mais ça peut être simplement une discussion. Un repas proposé par le bistrotier avec des produits locaux et ensuite une soirée festive. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui plaît beaucoup. C'est assez ponctuel, on voudrait bien prolonger ces temps ou développer l'idée de réseau entre les bistrots. On n'arrive pas à ça pour l'instant, mais voilà. Et puis peut-être dans le courant de la journée, je serai amenée à vous évoquer une opération qu'on est en train de conduire qui s'appelle Vagabondage volcanique sur le thème du patrimoine volcanique. On est là-dessus depuis l'année dernière. Mais on aura peut-être, j'espère, l'occasion d'en parler pendant la journée. Donc voilà, simplement, j'en ai terminé. Donc vous avez compris, on travaille sur le sujet de la transmission dans le domaine des patrimoines, transmission des connaissances, implication des personnes et la valorisation également de l'offre du territoire. Voilà, avec une place peut-être nouvelle à trouver avec les partenaires. Voilà, merci.